L'entrepreneuriat, ça prend du temps. C'est pas facile, c'est pas rapide, il n'y a pas de raccourci. C'est pas en connectant 3 outils, une IA, et parce que je vais donner le bon conseil que tous tes problèmes vont s'envoler. Ça n'existe pas. Les impôts, la TVA, les charges, à chaque fois, tu as de nouvelles taxes, de nouveaux éléments qui arrivent. T'as pas le choix que de jouer avec les règles, donc trouve des solutions pour changer toi-même les règles de ton propre jeu. Toi, tu parles des URSAF, moi je les appelle des associés. Demain, je dépose le bilan, mon associé, il est pas là pour venir me voir et me dire on était ensemble dans ce bateau, j'ai pris beaucoup d'argent grâce à toi pendant des années, tu sais, peut-être je vais t'en renverser un petit peu pour que tu te relances. Il y a des choses qu'on ne peut plus éviter d'adopter. Il y a vraiment, je trouve, une scission entre l'ancien monde, si j'ose dire, et le nouveau monde de l'entrepreneuriat. Et il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont restés bloqués à l'ancien monde. Bonjour à tous, nouvel épisode de Déclencheur. C'est important pour nous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, activer la petite cloche, parce que derrière, ça vous permet de connaître les nouveaux épisodes qui arrivent. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être avec Alec Henry. Comment ça va, Alec ? Ça va super bien, merci pour l'invitation. Je suis super content d'être là, on est confortablement installés. Puis j'ai hâte de voir toutes les questions que tu as préparées parce que je suis là pour partager un maximum de valeur. C'est génial. D'habitude, tu es à ma place. C'est vrai. Et c'est marrant parce que j'ai eu Grégory Galifi, journaliste, et qui, pareil, je disais, maintenant, c'est moi qui suis à ta place et qui pose les questions. Donc, on a échangé et rigolé un petit peu sur tout ça. Donc voilà, tu te prêtes à ce jeu-là aujourd'hui avec moi. On va parler de ton parcours, on va parler de ce que tu fais. Pas mal de belles choses, en tous les cas. Moi, j'ai connu, il n'y a pas très longtemps, tes activités, et je trouve ça assez fou. C'est pour ça que tu es là. J'essaie d'inviter dans ce podcast des personnes qui parlent business, qui parlent automobile, puisque c'est mon activité principale, mais surtout qui ont des vraies valeurs à apporter aux personnes qui nous regardent, souvent dans les commentaires. Et n'hésitez pas, encore une fois, faut commenter, c'est important de nous donner votre avis sur cet épisode. Souvent, voilà, c'est la qualité. On ne retrouve pas les interviews que je fais sur d'autres podcasts. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, je travaille beaucoup mes épisodes et surtout, la qualité des invités, c'est important. Je préfère faire de la qualité. J'ai toujours eu cette expression de me dire la qualité plutôt que la quantité. Ça, c'est vraiment un de mes dictons préférés. Et c'est le cas puisqu'aujourd'hui, voilà, on est ensemble et on va parler un petit peu de tout ça. Première question qui est importante dans ce démarrage. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu il y a quelques mois, mais t'es connu. Mais il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas, et c'est important aussi dans ce podcast qui mettent une histoire à ce visage, parce que ton visage, il tourne. Hein. Tu es sponsorisé sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, je te vois partout. Et ton visage, on le reconnaît. Un beau gosse comme ça se voit, voilà, on te voit, tu es là, tu es présent. Alors, on en parlera un peu après, mais souvent avec des grosses personnalités. Ça fait partie aussi de l'enjeu, je pense, de ta stratégie. Mais qui est Alec Henry ? C'est ma première question. Sacrée question pour démarrer. Avant tout, c'est un petit gars qui est né en Suisse, puis ensuite qui a grandi dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants. J'étais quelqu'un de timide, introverti, un cancre à l'école. Je me suis beaucoup réfugié dans les jeux vidéo. Pendant 10-15 ans, j'ai joué jusqu'à 18 heures par jour. J'avais pas forcément un milieu social très diversifié. Pas beaucoup d'amis, pas de petites copines, pas de sorties, pas tout ça. J'étais vraiment très recroquevillé sur moi-même. À la suite de quoi, à l'âge de 14-15 ans, on me dit il va falloir trouver un métier. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. J'avais joué quelques fois aux Sims à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas architecte, sauf que j'étais pas suffisamment intelligent, en tout cas dans les codes de l'école, pour pouvoir prétendre à ça. Donc je me suis retrouvé propulsé dans des métiers très manuels, charpentier, menuisier, électricien, maçon, etc. Et un jour, dans une usine. Et là, je me dis, au moins ici, j'aurai bon chaud l'hiver. Parce que mes stages, je les avais fait plus ou moins novembre, décembre, janvier, il fait froid en Suisse. Et donc, je me retrouve dans cette usine. Je vais pendant 6 mois faire une sorte de stage pré-apprentissage, ils appellent ça. Puis, je signe pour 4 ans d'apprentissage en usine, où je suis 4 jours par semaine dans cette usine, 1 jour par semaine en école. À la suite de quoi, durant ces 4 ans, va se passer plein de choses, plein de déclics. Je vais voir un collègue qui avait travaillé toute sa vie décédé 2 semaines après sa retraite. Ça m'avait beaucoup touché. Je m'étais dit, wow, il a travaillé toute sa vie, il n'a pas eu de vacances, c'était compliqué. Puis finalement, quand enfin il peut profiter, il n'est plus là. Est-ce qu'il existerait peut-être d'autres solutions alternatives au salariat ? Ma mère était indépendante, esthéticienne. Toute sa vie, je l'ai vue cravacher aussi seule, sans salarié, sans rien. Elle m'a éduqué toute seule. Mon papa a quitté le domicile quand j'avais 2 ans.
Il était entrepreneur également dans la restauration. Il a fait faillite. Et ça l'a poussé à quitter la Suisse avec beaucoup de dettes pour retourner en France. Il était français à la base. Donc l'entrepreneuriat, je le voyais pas forcément d'un bon œil à la base. Je posais même pas le mot d'ailleurs entrepreneuriat et je le voyais pas comme étant une solution. Mais au fur et à mesure du temps, au travers de ces déclics, notamment par exemple aussi le décès de mon père qui m'a beaucoup touché à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai une analyse différente des choses, mais là, je m'étais juste dit, pourquoi c'est trop tôt, j'ai pas passé assez de temps avec lui. En plus, il venait de faire un deuxième enfant, une petite fille qui avait 2 ans. Donc, je me projette il part aussi quand elle a 2 ans, etc. Et je vais découvrir au fur et à mesure du temps des solutions alternatives. Déjà, je vais comprendre que la vente, c'est très puissant quand tu maîtrises la vente. Je vais comprendre que quand tu as confiance en toi, tu peux faire des choses absolument dingues. Et puis, je vais m'intéresser de long en large à l'entrepreneuriat, taper sur Internet, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, tout ça. Je vais trouver tout, le meilleur comme le moins bon. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah oui, tu vois, entre 16 et 18 ans, toutes ces recherches. Faut savoir que aujourd'hui tu as 30 ans. 30 ans. Donc, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas de ChatGPT pour dire comment devenir riche. C'était Google, comme on a tous connu. On posait des questions et puis on naviguait. C'est ça, exact. Et il y avait même très peu d'acteurs sur YouTube. Il n'y avait pas de podcast comme tu fais. Il n'y avait pas de vlog ou de personnes qui inspirent aussi beaucoup de gens. Donc, c'est aussi pour ça qu'après, j'ai voulu aller vers la création de contenu. Ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu dans le domaine du business. D'abord beaucoup en organique, puis ensuite beaucoup en paid, en sponsor, comme tu l'as très justement évoqué. Mais donc, je vais faire mes armes, je vais tester différentes choses. Et puis ensuite de ça, je vais cumuler 3 jobs. Donc après mon service militaire qui est obligatoire en Suisse, je vais rencontrer une personne qui s'appelle Amine, avec lequel j'ai un coup de foudre amical et entrepreneurial. On va créer notre boîte 1 an plus tard, mais pour ça il faut des fonds. Et moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Il faut 20 000 francs, plus ou moins 22 000 euros aujourd'hui pour lancer ma société, une SARL. Donc il nous faut 10 000 chacun, plus des frais. Donc je vais être agent de sécurité la nuit et un peu les week-ends, arbitre de foot les week-ends, et puis ouvrier à l'usine la semaine. Bien sûr, aucun de mes employeurs ne sait que je fais ces 3 jobs en même temps. J'accumule un maximum de sous, mais c'est dérisoire à l'époque. Je prends 1 an et demi à avoir cette somme-là. J'investis ce que je peux investir, même dans la connaissance, dans les formations, des choses comme ça. Et puis, je crée mon premier business, qui est une agence marketing, basée en Suisse, à Lausanne. Puis ensuite, on a déménagé à Versoix, à côté de Genève, avec des premiers bureaux, entre 2016 et 2017. Et puis on va acquérir un premier client, puis 2, puis 3. Au début c'est très difficile, pendant 6 mois on ne sait pas comment on va faire, on n'a aucune idée. J'imprime mon premier contrat en tapant sur Google template contrat, je cours chez ma voisine, s'il te plaît t'as une imprimante, j'ai enfin réussi à trouver un client, je cours chez le client, je vends ça 1400 francs hors taxe. Alors c'était quoi le principe justement de cette boîte de communication, parce que la communication c'est tellement vague, on va en parler, mais c'était quoi la stratégie que tu avais mis en place? Alors la stratégie, il n'y en avait pas vraiment. C'était vraiment juste, j'ai confiance en moi et j'ose. Et d'ailleurs, c'est vraiment le conseil que je partage à ceux qui se lancent, d'oser. Surtout quand on est jeune, j'avais pas grand-chose à perdre. Tu vois, si j'avais été un père de famille ou une mère de famille avec des responsabilités, des enjeux complètement différents que quand tu es jeune, tu as 18-20 ans et puis tu as juste envie de tout arracher. Donc la prestation qu'on avait vendue, c'était à une salle de sport qui se crée enfin dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Et j'y vais, je toque à la porte, c'est encore en travaux. Par chance, la personne, je l'avais déjà rencontrée, était coach sportif dans une autre salle à l'époque, il s'appelle Anthony, qui est devenu un super pote aujourd'hui. Il a monté plein de salles, il a fait plein de choses, il est encore parfois en échange, etc. Maintenant, il a monté des dark kitchen. Je l'ai aidé sur certains sujets, il a fait l'objet d'un documentaire. Donc, tu vois, c'est il y a maintenant 7-8 ans. Et donc, même plus. Et donc, cette première prestation, on lui dit, écoute, on va mettre en place une stratégie de Facebook Ads et de concours et de posts sur les réseaux sociaux pour te faire acquérir tes premiers clients. Lui voulait faire des affiches publicitaires et de la pub à la radio. Je dis, écoute, avec le même budget, je te fais 3 fois plus de résultats et je prends aucun risque au fait de te dire ça. Là, je bluffe, j'ai aucune idée. Je connais même pas le business manager Facebook. Mais j'avais conscience en écoutant des audios, des podcasts aux US, etc., avec le peu d'anglais que je maîtrisais, qu'il y avait des possibilités. Donc, je me suis dit, bon, je vais me donner les moyens, puis on verra. Et puis, ça a cartonné.
Incroyable. Et cette boîte, tu l'as toujours aujourd'hui ou c'est une boîte que tu as revendue? Non, cette boîte, je l'ai arrêtée. Ok. Je l'ai arrêtée il y a de ça, pas que je te dise de bêtises, 2 ans, 2-3 Ok. ans. Pendant longtemps, en fait, on avait pas mal de clients. Puis ensuite, elle a été une agence que j'ai utilisée pour faire le marketing des boîtes dans lesquelles j'étais entré au capital. Donc, par exemple, je suis Ok. entré au capital d'une boîte dans l'immobilier en Ok. France, qui était présente sur tout le territoire, qui est aujourd'hui sur tous les Hauts-de-France, encore aujourd'hui. Cette boîte-là, j'ai revendu mes parts. Une boîte également de cabinet comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, Ok. là aussi. Donc, il y avait ces enjeux et d'autres boîtes autour de ça. Et pourquoi je l'ai arrêté? Parce qu'on a arrêté de faire la prestation de service. On fait plus du conseil aujourd'hui, de l'accompagnement, et j'ai voulu me recentrer uniquement sur entrepreneurs.com. Parce qu'à un moment, je m'étais un petit peu perdu, tu vois, vers 2022-2023. J'étais au capital d'une dizaine de sociétés, ça partait dans tous les sens. Je me racontais un peu une sorte de narrative, ouais, je suis un grand entrepreneur, je suis au capital de plein de boîtes, etc. Alors qu'en soi, aujourd'hui, on fait avec entrepreneurs.com 5-10 fois plus de chiffre d'affaires que toutes ces boîtes cumulées à l'époque. Tout en étant vraiment concentré, en apportant de la qualité. Tu parlais tout à l'heure de qualité avant la quantité. Voilà, je me suis recentré, qualité avant quantité, mais dans tout ce que je fais aussi au quotidien, professionnellement parlant. Et ça a quand même été ton tremplin parce que tu as quand même gagné de l'argent avec cette société-là. Oui. Et c'est cette boîte-là, on est d'accord, qui t'a permis de faire ces investissements que tu as pu faire, entrer au capital de plusieurs sociétés, en plus avec diverses activités, c'est ça? Oui, alors au départ, j'ai pas dû acheter de capital. J'ai pu entrer au capital de toutes ces boîtes, soit en les créant, soit en faisant un apport en industrie de par l'audience que j'avais créée ou de par les compétences que l'on avait, ou soit en trouvant des deals de vesting ou des choses comme ça, où on allait apporter de la performance. Souvent, ça a été des clients d'abord qui ont vu les résultats, et ensuite on s'est dit, bah, on va aller plus loin que juste cette relation de prestataire de service à client, et ça a pu se mettre en place. Par la suite, ça a changé effectivement quand ça s'est structuré différemment, mais c'est effectivement cette boîte qui m'a permis, par exemple, de faire notre premier million, qui était assez symbolique, parce que mon associé à l'époque, il avait fait une année de césure dans ses études de médecine, qui comptait énormément pour lui et pour sa famille, et on s'est dit, bah, voilà, on a 1 an pour faire ce premier million. Si on échoue, tu reprends médecine. Si on y arrive, bah, tu ne reprends pas médecine. Il n'a jamais repris médecine. Incroyable. Après ça, qu'est-ce que tu as pu faire c'est directement là où tu as repris sur ce que tu fais actuellement, parce que je vais en parler après, et c'est pour ça que je ne veux pas tout dévoiler, Ouais. pour les gens qui ne te connaissent pas. Quelle a été la suite après cette société et l'arrêt que tu as pu faire? Ouais, alors après ce passage-là, en fait, il y a eu le consultant, donc on aidait les consultants, les coachs, les prestataires de services à se développer. En fait, j'ai été pendant très longtemps un gros acteur du monde de la formation en ligne. Et le monde de la formation en ligne avant, c'était pas du tout le même. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase des experts qui justement vont faire de la formation en ligne, et il y en avait très 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 peu de personnes. Il y a eu une phase où c'était la jungle, il y avait tout le monde. Il y a eu une phase énorme avec le CPF, puis ensuite le Calliope, puis ensuite plein d'excès sur ces éléments. Puis après, il y a eu une phase beaucoup plus professionnalisante, structurante. Il y a eu la phase du high ticket. Enfin, il y a eu plein d'épisodes, plein de phases. Et moi, assez rapidement, après, on va dire 3 ans, ouais, 2-3 ans dans cette industrie, j'ai commencé à avoir presque un dégoût, rejet de ce sujet. Déjà pour l'image que ça donne, qui est une image très galvaudée, et c'est vraiment dommage parce que beaucoup d'acteurs ont une intention saine d'apporter de la valeur. La formation, c'est la base de tout. On doit monter en compétences, on doit grandir, on doit avancer. Mais parfois, certains acteurs font que on a une perception différente de la chose. Et également, un truc qui est extrêmement frustrant pour moi de l'accepter, c'est que 2-5% des gens qui achètent des formations, seulement 2-5%, vont réellement la suivre. Okay. Donc tous les autres, ils achètent une formation, 600, 500, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et aussi dingue que ça puisse paraître, ils vont même pas la suivre. Certains vont même pas l'ouvrir. C'est le principe un peu des salles de sport. C'est le principe des salles de sport, exactement. Donc je te parle même pas de ceux qui appliquent ou qui ont des résultats. Je te parle vraiment de ceux qui la suivent. Et j'étais désaligné avec ça. Donc j'ai arrêté, j'ai même mis en pause entrepreneurs.com entre 2021, 2020-2021, 2021-2022, pardon. Et après, on a repris avec cette notion où on voulait pivoter, accompagner les gens différemment, avec plus de l'accompagnement, du consulting, de l'humain, des sessions individuelles, des sessions groupées, du physique. Tu as pu participer à un de nos séminaires également, passer, c'était vraiment un plaisir de t'y voir. Et tu vois, tu vois les entrepreneurs qui étaient présents, c'est le poumon économique
des pays. France, Suisse, Belgique sont très représentés dans nos clients, mais pas que. On est dans plus de 25 pays différents en francophonie, où on a des clients partout dans toutes les industries. C'est des paysagistes, des chauffagistes, des poissonniers, des ébénistes, des coiffeurs, des métiers très, très terre-à-terre, très terrain. Des garagistes, enfin tu vois, plein de métiers, des horlogers, tu vois, des passions que tu connais et des industries que tu connais très bien, mais aussi des trucs complètement, enfin, par exemple, on a un qui cartonne en ce moment, qui est un dératiseur. Donc très niché aussi, mais passionnant et dont on a besoin au quotidien, un serrurier, et qui sont un petit peu délaissés, qui sont seuls. Tu vois, c'est des TPE, des PME qui ne savent pas comment utiliser l'IA, qui ne savent pas utiliser un CRM, qui ne savent pas utiliser le marketing, qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Voilà, je pourrais te faire une liste aussi longue que mon bras, mais surtout qui n'ont pas comment dirais-je, la perception réelle, la conscience que avant tout, ce qui compte, c'est la posture d'un entrepreneur. C'est-à-dire que toi, demain, tu pourrais tout perdre de par l'expérience que tu as, la compétence, la confiance en soi. Et je ne te parle même pas de ton réseau. Vraiment, on repart de zéro. Rien que cette posture d'entrepreneur, savoir structurer, déléguer, construire ton idée, prendre tes décisions, fait que tu vas avancer beaucoup plus rapidement que 99% des gens qui se lancent. C'est normal. C'est l'expérience. Et donc, nous, on met en place des process, des méthodes, des outils pour accélérer justement cette expérience, accélérer aussi leur croissance, casser des plafonds de verre, restructurer, créer plus de rentabilité, plus de visibilité et de maîtrise, parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'en ont pas. Ok. Toi, tu es d'origine suisse. Oui. Donc, tu as vécu en Suisse. Pourquoi tu t'es attaqué au marché français? Est-ce que la Suisse est trop petite au niveau entrepreneuriat? Parce que je reviens un peu en arrière de ce que tu disais tout à l'heure en disant je faisais 3-4 métiers différents pour monter un peu d'argent. Mais moi, j'ai toujours entendu, en parlant avec certaines personnes autour de moi ou des franchisés, certains pour moi, qui sont près de la Suisse, qu'on traverse la frontière et les salaires, ils sont beaucoup plus gros qu'en France. Ouais. Alors, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Donc, comment, quand tu faisais 3 métiers, c'est-à-dire tu gagnais beaucoup d'argent ou c'était parce que tu étais jeune et que tu faisais ça de façon avec 3 métiers qui étaient complémentaires comme on ferait des jobs d'étudiants? Tu gagnais vraiment beaucoup d'argent. Il y a vraiment cette réalité qu'en Suisse, on gagne beaucoup plus d'argent qu'en France? Ouais, le salaire minimum en Suisse, typiquement, tu vois, le SMIC aujourd'hui à Genève, il a augmenté de 16 francs, je crois, sur l'année 2025 à 2026. C'est 4300 ou 4500 francs. Par mois, ce qui fait à peu près 4500 euros par mois. C'est le salaire moyen ou c'est le SMIC? C'est le SMIC. Le SMIC, ouais, c'est énorme. Ouais. Donc tu vois, c'est énorme. Salaire minimum, déjà, boum. Ça, c'est à Genève. Mais dans certaines villes en Suisse, c'est plus élevé. Dans d'autres, c'est plus bas aussi. Hein. Donc oui, effectivement, en Suisse, tu gagnes plus d'argent qu'en France. Mais le coût de la vie est plus cher. Maintenant, pour un Suisse qui est au salaire minimum, il va pouvoir facilement partir en vacances, il va peut-être pouvoir projeter un investissement, il va s'acheter une jolie voiture à un moment donné, il va à un certain âge peut-être s'offrir une belle montre. Voilà, un Français avec le salaire minimum, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Le contexte est vraiment très compliqué, que ce soit pour les salariés comme pour les entrepreneurs. Maintenant, moi, à l'époque, pour répondre à ta question, j'étais ouvrier à l'usine en intérim. Donc, je suis allé dans une usine qui s'appelait Carbagaz, du groupe Air Liquide. Et donc, je mettais de l'oxygène liquide médical dans des bouteilles toute la journée. Je vissais, dévissais toute la journée, toute l'année. En plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que j'avais une combinaison de ski en continu parce que l'oxygène liquide, c'est dans un état pour qu'il soit liquide, c'est très froid, moins de 100 degrés. Donc j'ai des gros gants, etc. Et donc je suis emmitouflé sous une couche de vêtements énorme, me permettant d'avoir toujours mon téléphone dans ma poche, mes écouteurs filaires Apple et d'écouter des vidéos YouTube et des podcasts en continu. Donc je montais en compétences, soit j'avais de la musique, soit ça, tout le temps, des trucs de motivation. C'est ça qui m'a donné envie aussi d'entreprendre et accumuler cette compétence. Donc ça, je gagnais peut-être 3005, 4000, parce qu'il y avait l'intérim, donc tu gagnais un petit peu moins. 4000, 4005, ça dépendait des jours, des heures que je faisais, tu vois, c'est proportionnel à ce que tu fais, plus la sécurité,
où là, je devais peut-être gagner 1000 de plus, 1000, 2000, ouais, 1000, 1005 de plus. Et arbitre de foot. Alors moi, j'ai passé 8 fois mon certificat d'arbitre. Je connaissais pas les règles. Je passais plus de temps à m'enfermer dans le vestiaire en Tu évitant. connaissais pas les règles Ah du non, foot? vraiment, c'était compliqué. Après, je les connaissais sur le terrain, bien sûr. Mais parfois, je passais plus de temps dans les vestiaires à me cacher des petits joueurs qui avaient 7-8 ans comme ça et leurs parents qui voulaient m'insulter après les matchs, et à juste titre, hein, que sur le terrain en direct. Et là, c'était aller de l'ordre de 300 francs de plus par mois. C'était anecdotique. Mais tous les moyens étaient bons pour continuer à accumuler du capital pour pouvoir me lancer. Et puis ensuite, pour répondre à ton autre question au niveau du marché suisse par rapport à la France, oui, il y a plus de pouvoir d'achat. Oui, les entreprises vont pouvoir investir davantage parce que nous, notre cible, c'est des entreprises, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire que tu vas pas investir le même montant si tu payes personnellement 1000 euros ou si tu payes avec ton entreprise 1000 euros quelque chose. Et donc, la réponse, c'est Internet, tout simplement. Internet te permet de pouvoir casser toutes les frontières. Donc, à partir du moment où je suis sur Internet et je parle français, ma zone de chalandise n'est pas la Suisse, n'est pas la France, mais c'est le monde entier qui parle français. Et naturellement, l'algorithme va orienter mon message vers les personnes qui y sont le plus sensibles. Donc, j'ai dans mon audience davantage de Français que de Suisses. D'ailleurs, plus le temps est passé, moins j'ai eu cet accent suisse. Je suis devenu de plus en plus français à certains égards. Je dis pas 70 et 90, je dis 70 et 90 typiquement, ni 80 mais 80. Enfin, c'est tous des sujets comme ça. Et puis, je comprends, d'autant plus que mon père était français, mes grands-parents sont français, ils habitent encore à Marne-la-Vallée à côté de Disneyland. J'y ai passé pas mal de temps. Mon associé à la base était lillois, Maubeuge, donc je suis allé aussi pas mal là-bas. Je connais enfin, j'ai passé du temps ici, puis je connais énormément le marché parce qu'on a accompagné des milliers d'entrepreneurs en France. Et pareil, au niveau de la sponsor, tu parlais de la sponsor, Meta, etc., l'algorithme met ton message là où c'est nécessaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, les TPE, les PME ont vraiment besoin d'accompagnement. Ouais. C'est la data qui nous le met en lumière. Donc, c'est pour ça qu'on est positionné aujourd'hui. On a 50% presque de tous nos clients qui sont français. Ok. Et toi, tu vis en France ou en... Je vis à Dubaï. À Dubaï. Ouais, je vis à Dubaï. Okay. Moi, j'ai vécu en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Ensuite, je suis venu quelques mois en France. Je dormais sur le canapé de l'appartement étudiant de mon associé qui faisait médecine à Lille. Et puis, on s'est dit, bon, c'est cool la France, mais il faut trouver une énergie différente, etc. On adorait l'énergie américaine, anglo-saxonne, etc. Donc, moi, j'étais allé une fois à Londres, mais 2 heures, j'avais rien vu. Et donc, on se dit, viens, on déménage à Londres. Donc, je me souviens encore, on est sur Internet, on regarde les appartes et tout. Au bout d'une semaine, on signe un appart. On n'a jamais vu Londres, on ne sait même pas où c'est. Et puis, on prend toutes nos valises, hop, on part à Londres, on déménage. J'ai vécu 3-4 ans à Londres, même si à un moment donné, à la mi du Covid, je suis rentré en Suisse, etc. Et un jour, je vais garder le chien d'un associé à Dubaï et je tombe amoureux de cette ville. Mais vraiment amoureux de cette ville, en tout point. L'énergie, tout est possible. La sécurité, le service, le soleil. J'habitais dans une tour à Londres, j'étais dans la brume toute la journée, le smog, etc., comme on dit. En plus de ça, il y avait le Brexit. Depuis le Brexit, c'était à la phase du Brexit. Ouais. Ça a été compliqué, etc. Même pour le visa d'un collaborateur qui venait d'avoir une fille, on voulait le faire venir, c'était compliqué à cause du Brexit, alors qu'à Dubaï, il n'y a pas du tout ces problématiques, c'est beaucoup plus simple. Donc, on s'est dit, go, pourquoi est-ce qu'on reste à Londres ? Il ne faisait plus médecine, il n'y avait plus d'attache particulière. Et ça fait 5 ans que je suis maintenant à Dubaï. Le siège d'entrepreneurs.com est à Dubaï. Les bureaux d'entrepreneurs.com sont à Dubaï. On a de plus en plus de collaborateurs qui nous rejoignent. D'ici quelques mois, on sera une 30aine à Dubaï dans les bureaux là-bas. Donc ça, c'est vraiment le siège, la team rapprochée, tu vois, de la structure. En tout, on est 140. Et beaucoup, je le vois, hein, même envie parfois de quitter la Suisse, de quitter la France pour aller vivre de jours meilleurs sous le soleil. Ok, bon, maintenant tu es Dubaïote. Exactement. Il y a Anthony Bourbon, que tu connais bien, on en reparlera, qui est venu ici il y a 4-5 mois pour le podcast de Déclencheur. Et du coup, on a beaucoup parlé fiscalité, charges, administration, gouvernement. Il a poussé énormément de coups de gueule, comme il sait faire. Hein, pour ceux qui connaissent Anthony, il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il a quelque chose, il le dit. Justement, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, puisque tu accompagnes
pas mal d'entrepreneurs. On va en parler, hein. On va arriver à dire exactement ce qu'est ton activité au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, et surtout l'écho, le retour que tu as des entrepreneurs que tu accompagnes? C'est très difficile. Vraiment. C'est très, très difficile. C'est pas encourageant du tout. C'est vraiment le feedback et l'écho qu'on a. Certains même se posent des questions, hein, se demandent pourquoi est-ce qu'ils continuent, à quoi ça sert. Tu vois, tu parles d'Ursaf, par exemple. À partir du moment où tu as 3 à 4 collaborateurs, l'employé le plus payé de ta boîte, c'est Jean-Michel Ursaf. Ouais. Et ça peut être frustrant. L'entrepreneur, c'est aussi celui qui prend tous les risques, a toutes les responsabilités. Qui plus est, en plus, en France, parfois, l'argent, l'entrepreneuriat a mauvaise presse, a mauvaise image. Donc, en plus, tu passes pour celui que tu n'es pas, une mauvaise personne. Tu vois, enfin, il y a des trucs absurdes qu'on peut voir ou qu'on peut entendre qui sont assez fous. Et tu vois, les impôts, la TVA, les charges, enfin, à chaque fois, tu as de nouvelles taxes, de nouveaux éléments qui arrivent. Et donc, nous, bah, on leur dit quoi? On leur dit, t'as pas le choix. T'as pas le choix que de jouer avec les règles, donc trouve des solutions pour changer toi-même les règles de ton propre jeu. Donc, par exemple, tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire un gain en productivité absolument énorme et de se reconcentrer sur les tâches qui apportent réellement de la valeur ajoutée. Certains outils également, l'outsourcing aussi. Enfin, il y a différents effets de levier, il y a des choses qu'on ne peut plus éviter d'adopter. Donc, la seule solution, c'est de générer plus de chiffres, de faire plus de marge et de s'en sortir différemment, sortir de l'opérationnel, restructurer sa boîte. En fait, il y a vraiment, je trouve, une scission entre l'ancien monde, si j'ose dire, et le nouveau monde de l'entrepreneuriat. Et il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont restés bloqués à l'ancien monde. Je pense à un paysagiste qu'on a accompagné. Dis-toi, la première chose qu'on lui fait faire, c'est acheter un ordinateur. Pourtant, il a notre âge. Tu vois, trentaine, quarantaine, mais c'est le mec, il a un tas de papiers comme ça. Quand il part en vacances, c'est avec 2 sacoches. Il y a des post-it partout. Il suffit que le post-it avec le devis à 40 000 euros, il tombe. La femme de ménage, s'il a une femme de ménage, parce qu'il est dans l'opérationnel partout, donc il fait aussi le ménage lui-même, elle le met à la poubelle, bah c'est fini. T'as pas rappelé le client, t'as perdu 40K. Enfin, c'est des absurdités partout. Pas de CRM, pas de base de données, pas de système de facturation, pas de système de relance, pas de suivi, rien. Et ça, c'est la réalité encore aujourd'hui, en 2026, pour beaucoup d'entrepreneurs. Deuxième chose qu'on lui fait faire, recruter une assistante. Pas de perception sur quelle est la valeur concrète de mon temps. C'est quoi, combien vaut 1 heure de mon temps, moi, en tant que dirigeant dans cette boîte, où j'ai des responsabilités. Il avait 8 salariés à l'époque, aujourd'hui, il en a une trentaine. Il a plus de doublé son chiffre d'affaires, il a augmenté sa marge de 50%, il a racheté un de ses concurrents qui était là depuis 67 ans dans sa région. Ah oui. Tu vois, il a pu développer quelque chose. Il passait 70 heures semaine dans l'opérationnel. Aujourd'hui, il passe 2 heures par jour depuis chez lui en pilotant sa boîte dans un bureau qu'il a créé. De temps en temps, il va sur le terrain. Enfin, il a changé complètement de façon de voir les choses parce qu'il est juste passé d'un mode artisan à un mode entrepreneur. Tu vois, gérer, développer une entreprise, c'est pas être dans ton atelier et faire toi-même tous les trucs, bouger les boulons, couper du bois, peindre un truc. Enfin, c'est pas ça, être entrepreneur. Sauf si tu es vraiment passionné et que tu as envie absolument de faire de temps en temps ce qui a fait que tu t'es lancé. Mais la réalité, c'est que si tu veux scaler, en d'autres termes, créer de la croissance, eh bien, tu es obligé de te concentrer sur là où tu en apportes le plus de valeur. Alors justement, pour revenir à ça, puisque c'est important ce que tu dis et ça fait partie aussi de ton activité, mais il est possible aussi que l'entrepreneur se dise, mais justement, de ma première question où je te parle de fiscalité, Ouais. où je te parle de problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, peut-être que l'entrepreneur peut se dire, mais au final, comme tu disais, est-ce que j'ai besoin d'une personne qui va venir nettoyer mon bureau? Pourquoi? Parce que si je la prends, j'ai des charges. Si j'ai des charges, en fait, si demain elle tombe malade, je lui paye quand même ses arrêts maladie, tout ce qui va avec aujourd'hui un petit peu le social en France. Ouais. Justement, est-ce que l'entrepreneur, il n'a pas peur de se dire pourquoi je vais prendre des charges, pourquoi je vais employer? C'est toujours cette problématique de se dire en France, comment je vais gagner de l'argent, mais je vais en gagner, toi tu parles des URSSAF, moi je les appelle des associés. C'est des associés en plus. Comment je peux faire pour que mon associé,
il prenne ce qu'il a à prendre, mais qu'il me laisse un petit peu aussi de quoi manger. On est associé, mais en plus, c'est même pas un associé opérationnel, c'est un associé mort qui est passif, qui est pas là, qui n'existe pas. Alors que moi, je suis tous les jours, comme tu dis, je suis à 6 heures à mon travail, je pars, il est 22 heures, je compte pas mes heures, je compte pas tout ce que je peux mettre en place dans mon activité, tous les risques que je prends, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que c'est toujours pareil. Bah demain, je dépose le bilan, mon associé, il est pas là pour venir me voir et me dire, bah voilà, on était ensemble dans ce bateau, j'ai pris beaucoup d'argent grâce à toi pendant des années, bah tu sais, peut-être je vais t'en reverser un petit peu pour que tu te relances ou pour que tu puisses arrêter l'hémorragie. Donc c'est surtout ça aujourd'hui, comment tu arrives à pouvoir dire à ces entrepreneurs qui viennent vers toi, bah voilà, il faut quand même fonctionner avec une entreprise qui va employer, qui va dépenser de l'argent, parce que derrière, pour évidemment scaler, comme tu dis si bien, il faut investir, et il faut investir intelligemment. Donc comment tu arrives justement, puisque toi tu es dans le conseil, à dire à ces personnes-là, bah voilà, on a une fiscalité qui est compliquée en France, on a un gouvernement qui est compliqué en France, nous, on marche sur la tête. J'ai fait plusieurs podcasts ou vidéos sur le sujet avec nous dans mon métier, avec Simplicicard dans l'automobile, avec la fiscalité, les malus, tout ce qui est punitif aujourd'hui pour un automobiliste et pour quelqu'un qui gagne un petit peu sa vie, qui a envie de dépenser de l'argent dans une belle voiture. Bah aujourd'hui, ça lui coûte 70 80 000 euros de malus. Et du coup, il ne consomme pas. Donc, on a un arrêt de la consommation et tout l'écosystème avec les assurances, les garages qui ne fonctionnent pas parce que derrière, encore une fois, on a un matraquage des taxes. Donc voilà, quel est aujourd'hui, toi, ton message que tu passes à ces personnes-là par rapport à justement au fait qu'il faut trouver quand même des solutions, il faut quand même évoluer? J'adore ta question. Parce que ta question, rien qu'en la posant, on sent que tu vois, tu le vis. Tu le vis, tu le sais, tu le subis. Et ça, c'est la réalité, justement, des entrepreneurs. Donc, avant de répondre au comment, il faut souvent se poser la question du pourquoi. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de scaler, tu vois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme on dit. Et certains, juste, ils ont avancé dans une voie qui n'était pas peut-être la leur. Ils ont fait des choses un certain temps qui a très bien marché. Et puis, on se rend compte que vraiment, certains, en échangeant avec eux, c'est pour ça qu'on n'accompagne pas tout le monde. Nous, on commence toujours même par faire un audit et on voit si on peut aider cette personne. Et si on peut, alors, on lui fait une proposition. Sinon, on lui dit simplement qu'on n'est pas les meilleures personnes pour l'aider et puis on arrête ici. Et parfois, les audits et les échanges vont durer 30 minutes comme 4 heures. Donc, on est vraiment là, si tu veux, pour déjà cadrer la chose et se dire pourquoi. Pourquoi tu veux scaler? Pourquoi tu veux recruter? Pourquoi tu as envie de construire, etc. Parce que certains, encore une fois, il y a des ajustements à faire à la base avant de continuer à avancer, de chercher le comment. Maintenant, pour le comment, il y a un exercice extrêmement efficace à mettre en place sur ce sujet. Prenons l'exemple de la femme de ménage que tu as cité. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu fais un certain chiffre d'affaires, tu as ta boîte qui tourne bien, etc. Tu te dis, bon, je ne vais pas prendre une femme de ménage, les charges et tout, machin, un truc. Cet exercice, tu prends ChatGPT. Et il y a une notion qui s'appelle buy back your time. Désolé pour l'anglicisme, je ne sais pas comment cet exercice se traduit exactement en français, mais on peut mettre en place justement ce système en lui disant « Ok, aide-moi à trouver le levier pour racheter mon temps par rapport à combien coûte mon temps au quotidien. » Et donc, il va te poser plein de questions. Tu peux soit lui écrire directement, soit lui parler en note vocale sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton type de business, à quoi ressemble ton quotidien, quel type de tâches tu fais, combien d'heures par semaine tu travailles, combien de chiffre d'affaires tu génères, quelle est la marge, etc. etc. Dans les paramètres de ChatGPT, on peut rendre la donnée confidentielle également pour ceux qui ne voudraient pas donner toutes leurs données confidentielles à des serveurs américains ou que sais-je. Donc, mettez ça en place si vous le voulez. Après ce dialogue, on a une visibilité claire sur « Ok, mon temps vaut, par exemple, 180 € hors taxe de l'heure. » Donc, toutes les tâches qui sont inférieures en coût à déléguer que c'est 180 hors taxe de l'heure, je recommande de les déléguer. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais du coup, alors si ma femme de ménage la prend en salarié, je sais pas moi, à 30%, 50% ou autre, et qu'elle est malade, et il y a les congés payés, il y a ici, il y a les ça et autres, il y a les charges, il y a quand même l'URSSAF, eh bien, il y a des métiers, typiquement le ménage en entreprise, ça cartonne également, où
c'est une prestation de service. Et donc là, la relation contractuelle, elle est complètement différente. Elle dépend du contrat qui a été établi entre le client et le prestataire, donc l'entreprise de nettoyage. Et pour ce type de fonctions qu'on va appeler des fonctions support, mais qui sont des fonctions essentielles, qui ne doivent pas être faites pour le dirigeant, mais qui peuvent être faites par des tiers qui font très bien leur métier, on peut trouver justement une femme de ménage payée moins de 180 € de l'heure, même moins de 100 € de l'heure, même moins de 50 € de l'heure. Donc, on regagne du temps et on se concentre sur des tâches où tu apportes beaucoup plus de valeur. Typiquement, le fait d'aller voir un client stratégique, le fait d'aller négocier un deal stratégique avec un fournisseur, le fait de t'intéresser à ton marché, de poser une stratégie marketing, partager un bon moment tous les deux sur ce podcast, tu vois. Et ça, c'est un mécanisme comme un réflexe qui doit être créé tous les trimestres, tous les 6 mois, par l'entrepreneur. Et une fois qu'il est fait et incarné par le chef d'entreprise ou les chefs d'entreprise, s'il y a plusieurs associés, il faut réussir à le faire faire aussi à ses équipes. Parce qu'il y a beaucoup trop de nos collaborateurs qui vont travailler 20, 30, 35, 40 heures par semaine, qui vont avoir l'impression qu'être occupé, c'est être productif. Alors qu'être occupé, c'est pas du tout être productif. Moi, je préfère quelqu'un qui va travailler 20 heures semaine, mais produire plus qu'un autre qui en fait 35 ou 40 ou même plus avec des heures supplémentaires et créer de la vraie valeur parce qu'il a la perception et parfois même l'humilité de se dire non, moi, je ne suis pas la meilleure personne pour faire ça, ou je dois monter en compétence sur ce sujet, ou je dois me challenger, etc. Mais cette lucidité et cette humilité, parfois les gens n'osent pas forcément la mettre en lumière, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais peut-être aussi parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et donc c'est à nous en tant que chef d'entreprise aussi de voir ça, et donc de faire ce même exercice dans notre organisation, et puis aller chercher plus de rentabilité mécaniquement. Ok, c'est clair, net et précis. Là, on a une explication justement d'une personne, puisqu'on va parler justement de ton activité, celle pour laquelle je t'ai connu. Entrepreneur.com, c'est ton site. On va parler aussi de ce nom parce qu'il est important et comment tu as réussi à l'avoir. Donc aujourd'hui, raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'activité d'entrepreneur.com, parce qu'on voit que tu parles bien aux entrepreneurs. Tu as aussi une chose qui est importante que j'ai remarqué en toi, c'est que tu as compris aussi comment fonctionnaient les entrepreneurs et quelles étaient leurs problématiques. Parce que souvent, beaucoup se lancent dans les clubs d'entrepreneurs, parce que c'est un peu ce que tu as lancé. Et justement, après, je voudrais ta question sur certains sujets par rapport à ça, assez croustillant, où je veux ton avis. Ouais. Mais on voit que derrière, tu as quand même vu et analysé les problématiques pour apporter les solutions. Et ça, je trouve ça, c'est vachement important, et ça se ressent dans ton discours aujourd'hui, que tu pars toujours au départ d'une problématique et tu pars vers une solution. Donc là, je veux que tu nous expliques, pour les personnes qui nous suivent, qu'est-ce qu'est entrepreneur.com. Alors, entrepreneurs.com, c'est pas un club, c'est avant tout une entreprise de consulting, de conseil, d'accompagnement pour les TPE, pour les PME. Nos clients, ce sont des entreprises très traditionnelles, très terre-à-terre. J'en ai cité quelques-unes, des métiers qu'on voit tous les jours au quotidien et qui représentent le poumon économique d'un pays. On est dans plus de 25 pays différents en francophonie. On est dans une centaine de domaines différents représentés également. Plus de 140 collaborateurs. Donc, c'est avant tout une équipe. Je ne serais rien sans cette équipe, ce ne serait pas possible. Et puis, moi, mon sujet, ça a été de me dire, je suis en capacité d'accompagner des entrepreneurs. J'en ai accompagné beaucoup. On a aussi filmé même des consultings sur YouTube, en long, en large, en détail. J'en ai interviewé énormément. On a rapidement parlé tout à l'heure. J'ai vraiment cette passion, cette envie pour l'entrepreneur. Et si tu veux, donc, j'ai mis en place un système, un écosystème qui permet aux entrepreneurs d'être accompagnés à 360 sur 5 piliers. Donc, on les accompagne en individuel, où on va avoir 3 niveaux, un coach référent, qui ne sont pas des consultants ou des coachs traditionnels, ce sont avant tout des entrepreneurs qui sont soit encore actifs et qui sont, par exemple, à 50% dans leur entreprise, à 50% à nos côtés parce qu'ils aiment la mission, ou soit certains qui ont vendu leur boîte, arrêté leur activité, qui sont repositionnés dans l'accompagnement d'entrepreneurs parce qu'ils aiment vraiment ça. On a aussi des experts, donc par exemple, tu as un sujet sur Google, donc on a un ancien de chez Google, on en a plusieurs, ce sont des experts Google Ads et qui vont t'accompagner, ou en IA, ou sur différents sujets, ou en recrutement typiquement. Puis on a des intégrateurs, où là c'est différent, ils vont entrer dans ta boîte et vont faire pour toi, avec toi, certaines choses et mettre en place, par exemple, un CRM, ou par exemple des outils d'automatisation pour te faire gagner du temps, à toi ou à tes équipes. Ça c'est le premier pilier, l'accompagnement. Ensuite, on a le côté accompagnement groupé. Tu parlais de club. Non, c'est pas vraiment un club, c'est plus une communauté. Il y a un annuaire des partenaires, un annuaire des prestataires. Tu vois, typiquement, imaginons tu as un besoin, tu dois faire un site web.
il y a pléthore d'acteurs, tu sais pas trop qui choisir, où tu dois développer une stratégie pour tes réseaux sociaux, où tu dois développer, mettre en place un thème de recrutement. Eh bien, nous, on a déjà en fait cet annuaire qu'on a développé avec des années entières, etc., de data, de ressources, des deals préférentiels pour nos entrepreneurs et pour leur permettre d'avancer. Pareil avec les outils, pareil avec les connexions. Donc, certains trouvent des associés, des partenaires, des clients, même lèvent des fonds grâce à la communauté entrepreneurs.com. Le troisième pilier, c'est une plateforme IA. Nous, on a une force, c'est la data. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle là, il y a 1000 entrepreneurs partout dans le monde, en francophonie, qui sont accompagnés par nos équipes tous les jours. Donc au travers de visio, d'échanges, etc. Et ces accompagnements quand même assez lourds, tu vois, c'est une vraie responsabilité Sure. pour eux comme pour nous. On a une vraie responsabilité aussi sur leur entreprise, sur leurs salariés, leurs décisions. C'est des boîtes qui vont faire entre, en moyenne, 200 000 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui ont 2, 3 à 30 salariés, ou plus parfois. Et donc, il y a beaucoup d'interactions. Tu vois, des visios qui sont retranscrites et analysées par une IA dans un data lake global avec un LLM qu'on en a créé et qui fait qu'on peut faire de la prévisibilité sur les enjeux de nos entrepreneurs. Pareil, toutes les interactions en direct par message, bien sûr avec leur approbation, eh bien, elles sont centralisées pour pouvoir soit servir leurs intérêts personnels, et nous, grâce à cet outil, on voit leur état d'avancement, on voit leurs objectifs, où ils en sont, on peut mettre en place des rappels directement, on a une sorte de copilote à leur côté pour mettre en lumière les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, mais même identifier les problèmes qu'ils auront demain. Donc typiquement, on voit qu'au niveau de ton pipe commercial, il y a un vrai sujet, par exemple, au niveau des relances, etc., et ta trésorerie, tout est interconnecté, il faut absolument revoir ton système d'impayé ou ton système de relance parce que tu vas avoir un trou, ton besoin en fonds de roulement ne va pas être comblé. Et ça, aujourd'hui, ils n'ont pas d'outil de pilotage, ils sont vraiment perdus, réellement, ils avancent à vue. Ensuite de ça, on a le quatrième pilier, si tu veux, qui est toute cette partie compétences, information. Et donc, on le partage tout au long de notre accompagnement via des formations, des vidéos, des supports, des outils, mais des agents IA également. L'information, elle ne devient plus tu consultes et tu consommes, c'est de l'échange, c'est conversationnel et ça change tout dans l'absorption de l'information, dans la réflexion et dans la mise en application. Et le cinquième pilier, c'est mon préféré, tu l'as en partie vécu, c'est le physique, les séminaires. Donc là où tu es venu, c'était notre séminaire annuel, Scale, c'était la première édition, il y avait 1200 entrepreneurs, des beaux entrepreneurs qui étaient présents, une superbe énergie, mais ça c'est occasionnel, c'est une fois dans l'année, on se retrouve, tout le monde est content, et puis c'est génial. Mais nous, c'est des immersions, où par exemple, tu vois, en décembre, on avait privatisé le musée du futur à Dubaï, donc lieu emblématique, symbolique, pour leur permettre à plus de 260 entrepreneurs qui étaient présents de toute la francophonie. On a seulement, dis-toi, on n'en avait que 3 qui étaient locaux. Tout le reste, c'est des gens qui viennent de France, de Suisse, du Luxembourg, de Belgique. Qui plus est, en plus, des fois, c'est très drôle, ils ont des a priori sur Dubaï. Alors, quand ils viennent, ils voient ça, ils voient l'énergie, ils se disent, mais c'est dingue, il faut que je revienne. Limite, certains ont envie de déménager, réellement. Et puis surtout, ils se rendent compte à quel point tout est possible. Parce que des fois, tu es un peu trop isolé, tu es dans ton monde, tu vois pas. Et donc, tu rencontres énormément de gens. Imagine, tu es dans une salle, il y a 260 entrepreneurs comme toi, dans 260 domaines complètement différents, où parfois il y a des similitudes, mais qui ont les mêmes problèmes, ou qui ont eu les mêmes problèmes que toi, qui ont le même parcours, qui se posent les mêmes questions, qui sont aussi un peu seuls de leur côté, et que ce soit celui qui est en Nouvelle-Calédonie, celui qui est en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi en France, à Paris comme dans la Creuse, en Suisse, peu importe, le mec qui est dans l'immobilier, ou qui est un avocat, ou qui est un coiffeur, peu importe finalement, et ça crée des synergies, des échanges, cette richesse, elle est juste dingue, et c'est pour ça que c'est le dernier pilier, mais le plus puissant à mes yeux, celui que j'aime le plus, parce que c'est celui qui me permet de rester en contact avec nos clients, avec ceux qu'on accompagne, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus forcément sur la partie consulting, accompagnement, mais je suis plus sur la supervision de toutes ces opérations, et comment on fait pour en impacter encore plus, comment on fait pour apporter encore plus, comment on fait pour se renouveler, comment on fait pour toujours se remettre en question et perdurer. Et je pense que tu peux aussi les aider sur une partie que tu maîtrises bien, c'est le personal branding. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs dignes de ce nom ont obligation de passer par là. À un moment donné, on n'est plus sur la communication d'un logo, d'une marque. Une marque est toujours attribuée à un créateur, un fondateur, un PDG. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc, je pense que toi, tu l'incarnes très, très bien. Et est-ce que c'est les valeurs, justement, que tu donnes et que tu peux donner beaucoup plus facilement
que n'importe quel intervenant parce que tu le vis au quotidien sur ton personal branding. Complètement. Le sujet du personal branding, c'est un vaste sujet, hein. Moi, tu vois, je suis tombé dans le piège des réseaux sociaux. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je crée du contenu. Et à un moment donné, tu vois, c'était la surenchère. Tu vois, tu t'en as peut-être parlé, même avec des amis proches que tu as reçus aussi sur ton podcast. Je pense à Akram, que tu vois, moi j'ai suivi depuis très 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 longtemps et j'adore son franc-parler, son énergie, son côté décontracté, etc. Mais en même temps, il y a des vraies leçons, tu vois, même dans ses longs formats où il pose sa caméra et autres. Et il en parlait lui aussi, où justement il a vu évoluer les réseaux sociaux. Et moi, tu vois, à mon tout petit niveau, il y a un moment donné où je ne vivais plus ce que je partageais, je vivais pour partager sur les réseaux. Et j'ai eu cette overdose, ce dégoût presque des réseaux. J'ai quitté les réseaux sociaux pendant 6 mois, 1 an. Donc, c'est là où je dis je suis tombé dans ce piège où c'est la surenchère. Tu vas prendre un dessert. Moi, je suis gourmand, j'adore. Tu vois, tu vas prendre un dessert, pas parce que c'est ton préféré, mais parce que c'est le plus joli. Tu vas aller à un endroit. Enfin, tu vois, j'ai eu ce déclic à un moment donné. Alors, je veux pas du tout paraître matérialiste parce que c'est pas du tout l'image que je veux rendre et donner, mais ça m'avait vraiment dégoûté à ce moment-là. Moi, j'allais de temps en temps à Monaco, j'avais quelques amis là-bas et 2 clients à ce moment-là que j'avais rendu visite quand je faisais encore du consulting. Et je suis rentré de Monaco jusqu'à Nice en hélicoptère juste pour faire une story. Tu vois, le fameux hélicoptère là à Monaco. Mais ridicule, vraiment ridicule. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est pas du tout qui tu es, c'est pas du tout ce que tu es. Pourquoi tu fais ça? T'es influencé par une image que tu dois donner, un truc. Et donc, j'ai complètement déconnecté, arrêté. Et je suis revenu avec le déclic, avec le podcast. Je voulais retourner à un truc beaucoup plus simple. Et tu vois, à l'époque, le déclic, c'est filmé avec un téléphone où il n'y a que de l'audio. Aujourd'hui, il y a du studio. Et puis, ça fait 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans. On a fait 350 épisodes. C'est complètement différent. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est génial. J'invite tous les entrepreneurs à le faire. Surtout, on s'en fiche du regard des autres. On avance, c'est essentiel. Mais restez vous-même. Soyez authentique. N'essayez pas de vous inventer un personnage, une image, un masque. C'est capital. Mais moi, ma vraie expertise, c'est pas forcément le personal branding, parce que ça, je l'ai vraiment délégué, structuré. Tu vois, on est une dizaine de personnes autour de ce parti com, médias et autres. Parce que moi, mon but, c'est d'être au service de la boîte. Mon expertise, c'est acheter du trafic et le convertir en client. Donc, acheter du trafic le plus qualitatif possible, le moins cher possible, et le convertir le plus rapidement possible en client et en cash le plus élevé possible par rapport à ton taux d'encaissement et par rapport à ton BFR pour pouvoir scaler réellement. Ça, c'est mon domaine d'expertise et c'est un des leviers, si ce n'est le levier, qui m'a permis le plus de scaler, d'aller chercher 100% de croissance tous les ans avec entrepreneurs.com et continuer à avoir cette visibilité sur la croissance qu'on peut aller chercher. Et c'est aussi ce qu'on apprend à nos entrepreneurs. Et tu peux le faire en étant un incarnant. Moi, j'incarne ma marque et de moins en moins, parce que de plus en plus, je laisse la place aussi à d'autres qui font partie de l'entreprise, ou même souvent, c'est nos clients, de plus en plus, qui prennent la parole également sur certaines publicités. Mais tu peux aussi le faire sans montrer ton visage, sans avoir une image, et juste en corporate branding, comme on appelle, avec le nom de ta société. Donc, hyper important. Le vrai sujet de fond, c'est les réseaux sociaux, acheter du trafic et savoir le convertir, mais surtout s'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Et justement, tu viens d'en parler, et c'est une question qui arrive juste après. Même si, encore une fois, j'ai bien compris, et c'est important, parce que peut-être aussi d'autres personnes comme moi ont confondu un peu entreprendre en pensant que c'était un club. Ouais. Et au final, c'est pas un club, c'est beaucoup plus complet que ça. Alors même s'il y a des clubs qui sont très très complets, mais c'est beaucoup plus complet que ça. On l'a bien vu et tu nous l'as bien expliqué avec toutes les explications qu'il y a. Mais aujourd'hui, et tu parlais de ça un petit peu, des fakes et de tout ce qu'on voit, le bullshit qu'on peut avoir sur les réseaux, on voit beaucoup de clubs, d'écosystèmes d'entrepreneurs qui te disent, voilà, je vais te rendre riche, je vais te rendre millionnaire. Et comment toi, tu analyses un petit peu ça sur les clubs que j'ai pu voir de Hakim Benotman, Oussama Hamar, Yomi Denzel, tous ces personnes qui aujourd'hui font partie de l'environnement TikTok, l'environnement Instagram, où on voit beaucoup de choses, beaucoup de clashs. Moi, j'ai été un peu choqué, ça s'est vite arrêté, mais d'un clash justement entre Hakim Benotman et Anthony Bourbon. Ouais. À un degré d'entrepreneuriat, un degré social. Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Je ne sais pas si à l'époque,
des entrepreneurs auraient fait ça s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, de voir ça et de voir tous ces clubs où il y a beaucoup de critiques, beaucoup parlent d'arnaque, beaucoup parlent de tromperie. Ouais. Et ça revient un petit peu au sujet que tu disais au début de ce podcast, en parlant un petit peu des formations. On était un peu sur ça au départ. Ouais. Après, il y a eu les CPF et ça s'est très vite transformé dans une case arnaque, formation arnaque. Et aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas la crainte et qu'est-ce que toi, tu penses de ces clubs justement qui poussent comme des champignons sur les réseaux sociaux? Alors, beaucoup de questions dans cette question, mais très, très, très bonne, très, très vraie. Alors moi, je ne vais pas forcément prendre parti, que ce soit sur ceux que tu as cités ou tous les autres, parce qu'il y en a tellement. Sortir mon passeport suisse neutre. Mais par contre, tu as raison. Et moi, ça me, comment dirais-je, ça me rend triste. Vraiment, je pense que c'est de la tristesse. Parce que, tu vois, je ne veux pas faire pleurer les chaumières, mais j'en parle parfois et de plus en plus. Mais au début, on me demandait pourquoi je fais tout ça, pourquoi je crée entrepreneurs.com, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, et je m'en suis rendu compte à scale. Je ne sais pas si tu étais là le samedi ou le dimanche, je ne me souviens plus, je crois que tu étais là le dimanche. Ouais. Et justement, le samedi, il y a un moment donné où on m'a interviewé sur scène et on m'a posé les bonnes questions et ça m'a permis, en me posant les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses. Et j'ai compris pourquoi je mettais autant d'énergie sur entrepreneurs.com. Je t'ai parlé plutôt de mon père et ma mère. Ma mère était indépendante, elle était esthéticienne. Elle avait, elle aussi, pas d'ordinateur, pas de capacité à pouvoir trouver des clients. Ça a été très compliqué. Progressivement, elle a vu son business disparaître. Elle a eu aussi des difficultés financières. Malgré énormément de travail, beaucoup de stress durant toute sa vie. Elle a dû m'élever toute seule depuis l'âge de 2 ans. Au point où ce stress lui a créé un ulcère, puis un cancer de l'estomac, métastasé stade 4. Et quand elle s'en est rendue compte qu'elle a enfin pris le temps, malgré des signes clairs qu'il y avait un problème, mais elle n'avait pas le temps, eh bien c'était trop tard. Et elle n'est plus là aujourd'hui pour le voir. Mon père, il a lancé un restaurant, il a tout donné dans son restaurant, il travaillait. Le monde de la restauration, c'est un monde impitoyable, hein, t'as pas de vie. 6 jours sur 7, du matin au soir, même 7 jours sur 7 parfois. Il a fait faillite, il a tout perdu, il a eu énormément de dettes. Il a quitté la Suisse, il s'est mis à prendre des médicaments, puis l'alcool, puis il est devenu... il a fait des crises d'épilepsie, puis il en est décédé lui aussi. Donc j'ai vécu ça et au début, je l'ai vécu comme une fatalité, on peut rien y faire. Et puis avec du recul, je me suis rendu compte que je faisais un transfert entre mes parents et le fait qu'à ce moment-là, j'étais trop jeune ou j'avais pas les ressources pour pouvoir les aider. Mais mes parents, c'est pas des cas isolés. Je le vois, la data, elle est là. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs, on voit, on échange. En plus de ça, l'IA, on pose une question et ça nous push les informations de c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur quotidien, qu'est-ce qu'ils nous disent. Un entrepreneur, c'est pas juste un mec qui gère une boîte ou une nana qui gère une boîte. Il y a aussi une vie autour. Il y a des amis, il y a une famille, il y a une femme, il y a des enfants, il y a un mari, il y a tout ça. Et ils souffrent. Ils souffrent énormément. Donc on est là pour les aider. Et moi, ça me rend triste, du coup, parce qu'il y a des acteurs sur Internet, sur les réseaux, qui donnent tout, qui font vraiment très, très bien les choses, qui ont envie de vraiment faire bien les choses, d'impacter. Et à cause d'une majorité, il faut le dire, c'est une majorité, hein, c'est pas une minorité, c'est une majorité d'acteurs qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, et qui peut-être n'ont pas la légitimité ou peut-être, en tout cas, utilisent les mauvais leviers, eh bien, il y a une image très galvaudée, une très mauvaise image du monde de la formation, de ces sujets-là. Donc, ça me fait vraiment mal de voir ça. Je rebondis sur un point aussi, tu as dit ceux qui te disent que tu peux devenir millionnaire, machin, truc. Bon, déjà, vous voyez ça, vous fuyez. Règle numéro 1, tu fuis, tu bloques, tu fermes tes réseaux, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, ça n'existe pas. Tu vois, l'entrepreneuriat, ça prend du temps, c'est pas facile, c'est pas rapide, c'est pas simple non plus, il n'y a pas de raccourci, c'est pas en connectant 3 outils, une IA, un machin, en branchant le truc, et parce que je vais donner le bon conseil que tous tes problèmes vont s'envoler. Ça n'existe pas. Et tous les gens qui disent ça, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, ça n'existe pas.
Et il faut aussi faire une due diligence. Il faut regarder, se renseigner le parcours des gens, contacter leurs clients. Nous, tu vois, nos clients, quand ils interviennent sur des conférences physiques ou des conférences en ligne, ça va tellement loin sans même qu'on leur demande. La dernière fois, on en a eu 3 d'un coup à la suite d'une conférence en ligne. Il y avait un chat, il y avait plusieurs centaines de personnes présentes. Ils disent ouais, je viens de vous mettre mon numéro WhatsApp dans le chat, appelez-moi. Appelez-moi si vous avez un doute, etc. Machin, ou voici mon adresse. Je pense à Ismaël et Kevin qui ont une agence immobilière à Paris, Imos, des mecs géniaux qui pour autant, tu vois, ils avaient tout pour continuer à croître. Ils n'avaient pas d'enjeu d'avoir plus de clients, mais ils étaient submergés par l'opérationnel et ça les a énormément aidés. Aujourd'hui, bah ouais, tiens mon numéro, appelle, tu verras. Et il y en a plein des comme ça. Donc ouais, utilisez vos clients comme étant votre meilleur gilet pare-balles de toutes les choses négatives qu'il pourrait y avoir sur Internet. Parce que ça arrive même aux meilleurs et même à ceux qui ont cette intention aussi bonne. Tu vois, même moi, je suis critiqué parfois. Il y a des gens qui vont pas m'aimer. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être vont se dire non, mais machin et tout, j'ai vu une fois, t'as dit ça et ci et ça et t'as fait ça et truc. Bien sûr, entreprendre, c'est parfois itérer, c'est parfois faire des erreurs, c'est parfois les regretter, c'est parfois grandir, c'est parfois être seul face à tous, c'est parfois penser qu'on a raison mais finalement on a tort, ou avoir tort, ou penser qu'on avait tort mais finalement on avait raison. Bref, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Exactement. Justement, moi, je t'ai parlé un petit peu de ça parce que j'ai vécu, entre guillemets, de loin un petit peu ça avec mon réseau, avec Simplicicar, parce que j'ai ouvert un modèle en 2011 et aujourd'hui, en 2026, beaucoup copient, beaucoup font la même chose. Alors, je te parle même pas de tout ce qui est communication, plein de choses autour de ça. Et c'est pour ça que je voulais vraiment te parler de ça parce que aujourd'hui, il faut comprendre quand on est entrepreneur et avant d'entreprendre ou avant de signer avec un partenaire, c'est important de se renseigner. C'est bien ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, avec un budget ad, avec un ambassadeur, qui que ce soit, qui est payé pour dire un message, et on l'a vu un petit peu, parce qu'on parlait un peu d'influence tout à l'heure, avec ce qu'on appelait, entre guillemets, ce qui se disait, les influ-voleurs, ceux qui vendaient beaucoup de choses, et beaucoup dans la formation se sont servis de ces images-là pour arnaquer des gens, pour faire en sorte. Alors qu'à la base, un projet... comme entreprendre aujourd'hui, entrepreneur, pardon, un projet comme entrepreneur aujourd'hui, c'est justement un projet qui est là pour monter les gens sur leurs compétences, qui est là pour apporter des solutions et pas amener des personnes qui vont arriver, qui vont se retrouver dans des formations qui fonctionnent pas, qui, comme tu le disais tout à l'heure, qui peuvent être des arnaques. Donc bien se renseigner avec qui on bosse et bien se renseigner avec les clubs avec lesquels vous signez quand ce sont des clubs. Mais vraiment, c'est une alerte qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a parlé un petit peu de ce sujet-là. Hyper important. Et justement, on revient au sujet que je disais tout à l'heure. Tu as acheté entrepreneur.com. Exactement, ouais. Raconte-nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux. Il y a eu 4 mois de négociation pour acheter le nom. C'est vrai. La somme n'a pas été dévoilée. Donc, je te demande pas de me la dire, mais si tu veux le dire, pourquoi pas, ça sera le scoop d'aujourd'hui de Déclencheur. Mais c'est vrai que comment on se dit à un moment donné, quand on monte un projet aussi important que celui-ci, avec tous les noms qui peuvent exister, et moi je trouve que le nom, il est exceptionnel, hein. C'est un peu comme quand Vente Privée a sorti venteprivée.com parce qu'il faisait des ventes privées. Toi, aujourd'hui, c'est Entrepreneur. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un nom... que c'est un coup de génie pour moi d'avoir racheté ce nom-là. Mais à quel moment tu te dis, voilà, il faut que je rachète ce nom-là plutôt que d'en créer un et de faire quelque chose de nouveau? On est à Londres en décembre 2019. À ce moment-là, on a une petite équipe. Je suis encore associé du coup avec Amine. Et on a notre bras droit, Jason, qui est là. Je me souviens, on était en hauteur, etc. On buvait un café. On fait le bilan de notre année. Et on a un site qui s'appelle Le Consultant à cette époque. Leconsultant.fr, où on aidait les prestataires, etc. à se développer. Les coachs, consultants, etc. On se dit, c'est bien, c'est cool, mais les outils dont on dispose font que c'est dommage que l'on n'aide pas tous les entrepreneurs. Ouais, c'est vrai, ça fait sens ce que tu racontes.
comment on pourrait aider tous les entrepreneurs. Il nous faut donc un positionnement qui parle à tous les entrepreneurs. Et la problématique d'un positionnement qui parle à tous les entrepreneurs ou à tous, on le sait, hein, règle numéro 1 du positionnement, si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Donc il nous fallait une marque très 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 forte. Et donc on se dit entrepreneur.com ou entrepreneur.fr. Et donc là, tu as 4 options. Hein. Tu as entrepreneur.fr, entrepreneurs.fr, donc au pluriel, entrepreneurs.com au pluriel et entrepreneur.com. Entrepreneur.com, c'est un magazine très connu. Entrepreneur.fr, c'était pris par un expert comptable commissaire aux comptes qui détestait 2 de nos associés avec qui j'étais justement expert comptable commissaire aux comptes. Donc ça s'est mal passé, on n'a pas pu aller plus loin dans nos discussions. Entrepreneurs.fr au pluriel, sauf erreur, c'est détenu par une maison d'édition en France. En tout cas, il y a de ça 5-6 ans, c'était le cas. Du coup, il nous reste entrepreneurs.com. On fait quelques recherches. Amine, de par son passif dans l'informatique, il sait faire de l'OSINT, donc la recherche sur des individus plus poussée. Il trouve le propriétaire justement du nom de domaine. Il le détenait depuis 23 ans à l'époque. C'était la personne qui a vendu aussi pets.com et toys.com, 4 et 5 millions de dollars. Donc c'est son métier de vendre des noms de domaine. Il n'avait pas que 3 noms de domaine, il y en a beaucoup. Et certains qui gardaient depuis longtemps dans sa hotte, si j'ose dire. Et donc, on échange avec lui. Au début, il nous donne un chiffre, c'est un numéro de sécurité sociale. Vraiment impossible pour nous, parce que je répète, je sais pas si tu le sais, mais je l'ai déjà partagé, mais on a bootstrap la boîte, donc de zéro. Pas d'argent, pas de sous, pas de fonds, pas une revente d'une maison, pas d'héritage, pas de parents, rien. Jamais levé de capital, pas de dette, rien. Et j'ai 100% de mon capital. Donc, en fait, chaque euro qu'on a, c'est un euro qui compte. Alors, je dis pas que quand tu lèves, ça compte moins, mais t'as pas le même rapport. C'est plus facile à dépenser. C'est plus facile à dépenser, t'as pas le même rapport. Et donc, on fait très attention. Là, on se dit, c'est mort, hein, tant pis. Sauf que on lâche rien. Et j'ai peu de mérite dans cette histoire, je le dis souvent, c'est Amine, mon associé avec qui on était à 50-50, j'étais un tout petit peu majoritaire, on était à 50-50, puis après vers 2021, j'ai racheté ses parts. C'est vraiment, on est très très proches, c'est comme un frère, et du coup, c'était hyper fluide, et puis encore aujourd'hui, il m'aide sur entrepreneurs.com, je l'aide sur son projet, etc. Mais du coup, j'ai dit, lâche rien. Lâche rien, t'en es capable, vas-y. Pendant 4 mois, il échange la journée, on travaille, et la nuit, de temps en temps, il échange avec, parce qu'il y a le décalage horaire à chaque fois. Et au bout de 4 mois, je fais une balade, je rentre, je suis devant l'immeuble, je reçois un message, rentre, il y a un virement à faire, un document à signer, on a le nom de domaine. Donc moi, je cours pratiquement, je monte, on signe et tout, j'y crois pas. Il est en transfert sur GoDaddy ou un truc comme ça à l'époque, tu vois, trop bien. Et quelques jours plus tard, on l'a. On est en mars 2020, on prépare le lancement et le 4 avril 2020, on lance officiellement entrepreneurs.com. Et pourquoi je parle pas du montant, c'est très simple, c'est son métier à ce monsieur. Article 7 du contrat, il y a une pénalité pour celui qui dévoile le prix payé. Incroyable. Donc voilà, c'est pas que tu veux pas le dire, c'est juste que c'est du légal. Ouais. Et une petite question, pour revenir en arrière, pendant ces 4 mois où toi, il y avait un peu de la négo et t'attendais un petit peu, est-ce qu'il y avait d'autres noms que tu peux nous dire aujourd'hui que tu avais imaginé en roue de secours en te disant, voilà, si j'achète pas ce nom... J'avais pas de roue de secours. T'avais pas de roue de secours. Toi, c'était ça, fallait l'acheter et puis après, c'était juste une question de chèque à sortir et des zéros à rajouter ou pas. C'est ça, on est assez extrême. Donc, pas de roue de secours. Et tu vois, l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, parce que c'est souvent un petit peu pareil, c'était entre Entreprendre, le journal que je connais, et Entrepreneurs. Ouais. Donc, tu vois, est-ce que c'est aussi... il y a le journal Entreprendre, il y a aussi entrepreneur.com, sans S, qui est un magazine. C'est énorme le travail qu'ils ont fait. Ils sont là depuis... peut-être que j'étais même pas né, pour te dire, ou j'en sais rien. Quand même, j'exagère, 95, mais c'est un magazine mondialement connu. Tu vois, pour la petite histoire, les premiers épisodes du Déclic, quand on a commencé à aller sur un studio, c'était dans le même bâtiment que Entrepreneurs Magazine Middle East. Entrepreneur. Parce que tu viens de dire avec un S et au final, c'est avec un E. Entrepreneur. Entrepreneur Magazine, exactement. Et du coup, il y
il y a ce truc, au début, tu as des gens qui me disaient « Ah ouais, j'ai déjà vu, c'est toi, entrepreneur.com, wow, le magazine. » Ah, ils font le lien entre les deux. Ils font le lien. Toi, au début, il y a c'est ça ce que quelques tu années. voulais, toi, ou Non. pas du tout? C'était Non, pas non. ta. Et je Parce disais... qu'il y en a qui font ça Ouais, non, c'était pour pas du tout ce essayer que je voulais. se rapprocher de quelque chose et de récupérer un peu cette communauté-là. Non, parce que c'est pas du tout mon audience. C'est pas ton audience. C'est pas du tout mon audience, loin de là. C'est pas du tout la même proposition de valeur. Et puis même, enfin, c'est un peu du vol d'image, quoi. C'est pas du tout l'objectif. Et donc, moi, un peu gêné, je disais, non, mais nous, c'est entrepreneurs avec un S, c'est différent, tu vois. C'est pour ça que tu le dis bien avec un S. J'étais un peu gêné et tout. Et maintenant, de plus en plus, ils nous connaissent tout simplement. Et donc, de moins en moins, il y a l'amalgame, il y a la distinction des deux. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Sans prétention, mais sur le marché francophone, de par le fait on arrose beaucoup aussi en marketing, il y a beaucoup de communication, il y a les séminaires, il y a beaucoup de visibilité. Ça leur donne de la force à eux aussi. Non, j'en sais rien, je me permettrai pas, j'ai pas les chiffres, mais par contre, il y a moins l'amalgame et parfois, même des personnalités ou autres connaissent plus entrepreneurs.com de par nos publicités ou autres que Entrepreneur Magazine. Par rapport à avant, tu vois, par rapport à avant. Et avant, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc ça, c'est aussi la puissance, encore une fois, du personal branding, des réseaux sociaux et de la publicité, de l'achat de trafic. Et je le dis non pas pour se la raconter, il n'y a pas de quête d'ego là-dedans, mais plus pour mettre en lumière, pour ceux qui nous écoutent, quel que soit le business qu'ils développent, B2B, B2C, même dans des niches très particulières, il n'y a aucun monde dans lequel ils peuvent s'abstenir d'utiliser ces leviers. Ouais. Alors, chacun à proportion gardée à son échelle, et puis il faut le faire avec maîtrise. Aujourd'hui, avec l'IA, je vais me faire des ennemis, mais il est inutile, en tout cas pas nécessaire, de passer par des agences. Il n'y a pas besoin de passer par des agences qui vont nous facturer 1000, 2000, 3000, 5000 euros pour nous donner 4 conseils et mettre en place 3 trucs qu'un tuto sur YouTube et ChatGPT nous aura expliqué très très bien. C'est aussi ce qu'on partage et ce qu'on enseigne à nos entrepreneurs pour leur faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et puis aussi les déculpabiliser. Parce que tu vois, ils nous voient, moi je vois aussi ce que tu fais sur les réseaux, pas que au niveau des déclencheurs, mais par rapport à ton activité, par rapport à ton personal branding, tout ça, et c'est très propre, c'est très clean, il y a cette authenticité, c'est suivi, ça marche, j'imagine que tu as vu aussi un avant, un après par rapport à ton activité. Si on regarde aussi ce qu'on fait, on essaie de faire bien les choses, ça peut culpabiliser un petit peu l'entrepreneur qui est tout seul face à son écran, qui est déjà submergé avec ses 12 post-it et il sait pas lequel il va traiter en premier, tu vois, il doit se dire je dois aller sur les réseaux, comment je fais, j'y connais rien. Déjà non, il n'y a pas besoin de s'entourer d'une équipe incroyable. Aujourd'hui, YouTube, les bons contenus, ChatGPT, Perplexity, Claude, Canva, avec des modèles d'IA également, plein d'autres choses comme ça, nous permettent avec 1, 2, 3 week-ends, et éventuellement tu payes un jeune dans ta ville, dans ton village, 200-300 euros pour 1-2 mois de travail pour qu'il t'aide à comprendre un peu des choses. La débrouille suffit largement pour commencer. Justement, je vais revenir un petit peu sur Scale où j'ai pu être invité et voir ça. Tu as fait quand même un show à l'américaine, parce que c'était vachement énorme pour un show d'entrepreneur. Moi, j'avais jamais vu ça. J'en ai fait quelques-uns, mais jamais de ce niveau-là. Alors, que ce soit en termes de nombre de personnes, en qualité, le show, parce que voilà, les lumières, la musique, moi, j'ai beaucoup apprécié tout ça. Le côté un peu VIP, de côté où il y avait certains entrepreneurs qui pouvaient être là. Et la question, c'est qu'il y a eu quand même, on a eu quand même le gratin un petit peu de l'entrepreneuriat. Il y a eu Teddy Riner, il y a eu Anthony Bourbon, il y a eu Laurent Tapie qui est venu, Kelly aussi, Kelly Massol de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. C'était quoi le but du message? Parce que quand on arrive comme ça, moi je t'explique, je suis extérieur à ton activité, je vois cet événement-là, je me dis là, on est dans la Champions League, justement, de l'accompagnement, parce que là, il nous a amené tout le gratin. Il manquait quasiment personne dans tout ça. Donc, c'est quoi le message que tu veux faire passer quand tu fais ça? Déjà à la communauté qui est là, mais surtout tous ceux qui vont voir ça, ils vont dire, mais déjà en budget, sur 2 jours, la qualité des intervenants, c'est quoi le message, Alec? Alors, le premier des messages, c'est le respect. Le respect parce que ils nous font confiance, les 1200 personnes qui sont dans cette salle. Beaucoup d'entre eux sont des clients. Certains même, on leur a offert le ticket.
Tu vois, c'est dans le cadre d'un accompagnement plus global, etc. Ou même certains qui étaient plus actifs, mais pour les féliciter de leurs résultats et de leur passage à l'action. D'autres sont venus et ont pris leur ticket. Mais quand on fait quelque chose, on le fait à 100%. Sinon, on le fait pas. C'est vraiment mon point de vue personnel, tu vois. Même dans nos immersions, on pourrait très bien prendre les gens et leur offrir un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles. Non, c'est toujours un hôtel 5 étoiles. On pourrait très bien prendre n'importe quel traiteur qui vient. Non, c'est toujours un traiteur au top, voire même si je peux faire une collab avec un chef étoilé, on le fait. C'est toujours des super activités, des lieux exceptionnels, parce que j'estime personnellement que la forme vaut autant que le fond. Mais par contre, on met un niveau d'engagement absolument dingue aussi sur le fond. Et ça, c'est hyper important. En termes de budget, du coup, oui, un event comme ça, ça nous a coûté à peu près 780 000 euros. Donc sur 2 jours, comme tu dis, il y avait une 3e journée bonus, mais c'était beaucoup plus petit comité. On était 100 ou 120, je me souviens plus. Une centaine, donc rien à voir par rapport à l'ampleur de l'event sur les 2 premiers jours. J'aurais pu faire l'event avec les mêmes intervenants pour peut-être 300 000, 350 000, donc beaucoup moins cher. Et finalement, on aurait aussi vécu 2 jours superbes. Mais pourquoi j'ai envie de mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de budget, du branding, une ambiance, une énergie, des danseurs, des flammes, des trucs, des machins qui viennent permettre aussi d'emporter les gens. Tu vois, tu as cité quelques entrepreneurs, mais on a eu aussi François-Henri Benamias, on a aussi eu certains entrepreneurs qui sont venus sur scène et qui ont expliqué leur parcours. Donc, l'objectif, c'est de les inspirer. Tu vois, nous, l'année dernière, on a fait 15 events. Cette année, on va en faire 13. Pas de ce niveau-là, rassure-moi. Il y en a qu'un qu'on va faire de ce niveau. Ils sont pas tous à ce level-là. Alors, ils sont tous à ce niveau-là, mais par rapport à leurs objectifs. Je te donne un exemple. Alors, Scale, par exemple, on va en faire qu'un seul. Ce sera entre octobre et novembre 2026, où là, on ne sera pas 1002, on sera 2005. Mais il y aura aussi, on a déjà notre petite liste, on est déjà en discussion avec des très beaux invités. Mais en fait, sur les 13, il y en a 2-3 qui sont des événements, 3, je crois, des événements internes pour l'équipe, parce qu'on fait aussi des super events en interne. C'est important, la culture d'entreprise. Il y en a 8 qui sont là pour apporter de la valeur. Donc, c'est-à-dire, tu as des événements de fond avant tout, mais où on met aussi énormément de cadres sur la forme. Et puis, il y en a un qui est pour nos ambassadeurs, et il y en a un qui est Scale, et lui, son but, c'est inspirer. Donc, tu vois, c'est un ratio de 1 pour 8. Ouais. Là, l'objectif de ces 2 jours, c'est vraiment inspirer. C'est pour ça qu'on met le gratin, comme tu dis, pour reprendre ton propos, sur scène, qui ont des parcours exceptionnels, qui sont aussi très visibles. Donc, naturellement, ça inspire, ça motive. On met cette énergie, cette ambiance un peu à l'américaine, avec des flammes, avec des vidéos, des visuels, énormément de travail post-prod, pré-prod aussi, toute une ambiance, la chorégraphie. Enfin, c'est un show. Tu l'as très bien dit, c'est un show à l'américaine. Exactement. Et je le disais tout à l'heure, on voit, entre guillemets, et je vais dire ça un petit peu comme des clubs d'entrepreneurs qui existent, mais ils vont te ramener une fois Anthony, une fois Éric Larchevêque, mais ils vont pas ramener... Et je t'ai dit, quand moi j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux de la préparation, la photo, c'est toi au milieu et la Ligue des Champions derrière. Donc en fait, si tu préfères, on prend les meilleurs de plein du domaine de l'entrepreneuriat et même d'autres, parce que Teddy Riner, même si c'est un grand entrepreneur, mais à la base c'est un grand sportif. Un grand champion. Donc du coup, on voit ça, on se dit voilà, c'est la Ligue des Champions de ce qu'on veut avoir. Donc oui, tu le fais, mais à une échelle qui était quand même vachement importante, parce que même moi j'ai dit ah oui, ok, honnêtement, et c'est pas de la prétention, je suis invité à beaucoup d'événements comme ça d'entrepreneurs. Il y en a où je vais pas parce que j'ai pas le temps, mais là c'était quand même dimanche, c'était mon seul jour, le week-end, c'est le seul moment où je suis avec ma famille. J'ai pris le temps de venir, alors parce que déjà il y a Laurent Tapie que je connais bien, par respect pour toi, par respect pour l'invitation d'Omar et Océane, mais j'ai pris du temps et j'ai pas perdu mon temps, parce qu'il y a des endroits où tu vas et tu dois le savoir, tu perds ton temps à un moment donné, tu peux pas partir parce que ça se fait pas, on respecte quand même un petit peu les invitations, tu peux pas partir. Mais là, c'était passionnant, même le contenu qu'il y avait. J'avais adoré, je crois que c'est Justine Galis, c'est ça, ouais. Et Thibaut, le couple d'entrepreneurs. J'ai beaucoup aimé aussi le show qu'ils ont fait sur place. J'ai vu après, parce que, encore une fois, je ne connais pas tous les influenceurs un peu des réseaux, mais quand tu vois le nombre de followers qu'ils ont, la communauté qu'ils ont,
et tu dis, bah, je les connais pas, c'est dingue, en tant qu'entrepreneur, je connais pas telle et telle personne. Donc voilà, et en plus, c'est des grands noms de l'entrepreneuriat et de l'influence, en plus de tous ceux que j'ai cités, qui sont ceux qu'on connaît, parce que voilà, Anthony il fait en ce moment, qui va être mon associé, Eric aussi, Kelly aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de visibilité, mais on a d'autres personnes comme ça, un petit peu comme Justine, qui sont aussi dans la lumière, mais de façon sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, bon, déjà, tous ces gens, je les ai rencontrés aussi grâce au déclic. Avec beaucoup, on a créé des amitiés. Avec beaucoup, c'est devenu aussi des partenaires d'entrepreneurs.com à plusieurs reprises. Tu cites par exemple Laurent, Anthony, Kelly, d'autres, bien sûr. Mais surtout, il y a aussi des entrepreneurs dans l'ombre qui ont monté des boîtes. Tu vois, parfois même à plusieurs milliards de chiffres d'affaires annuels. Il y en avait un qui était là, premier rang, qui a revendu sa boîte à très grosse entreprise horlogère, qui du coup, je l'ai emmené une fois à un event entrepreneurs.com. Il a rencontré nos clients, il a échangé avec eux, il a vu à quel point ça transformait leur vie, et il m'a dit, mais c'est dingue ce que tu fais, je veux revenir, continue ce que tu fais, c'est dingue, let's go. Et tu vois, c'est ça qui anime et qui me fait aussi confirmer qu'on est vraiment sur la bonne voie. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont pas forcés, hein, ils sont pas forcés à être là. Je leur envoie un WhatsApp, un appel, un truc, un machin, et puis bah, ils viennent très volontiers. Certains même, comme je te le dis, ils étaient participants présents ici, et c'est des gens qui viennent pas chercher à apprendre ou à s'inspirer. Parce qu'il y a ce mouvement, il y a cette mission. Et c'est pareil pour les collaborateurs d'entrepreneurs.com. Ma garde rapprochée, tu vois, mes vrais Avengers, ceux qui sont à mes côtés sur le terrain de champ de bataille, à la base, c'est des entrepreneurs. Et ils ont choisi délibérément, malgré leur succès, malgré même parfois le fait que certains ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui ont créé des boîtes, revendu des boîtes, planté des boîtes également, qui m'ont rejoint en tant qu'entrepreneur chez entrepreneurs.com pour apporter aux entrepreneurs, parce qu'ils voient ce que c'est. Et c'est hyper important pour moi à chaque fois de remettre au centre mon équipe, parce qu'aujourd'hui, je suis la personne qui incarne le message et la marque, mais en réalité, je ne suis rien, je ne suis personne sans eux derrière qui, au quotidien, mettent tout ça en place pour faire en sorte qu'on puisse apporter un max de valeur à ceux qui nous suivent. Et dans toutes ces personnes-là, est-ce qu'il y a un exemple aujourd'hui que tu donnes qui s'est servi de tes services, qui a travaillé avec toi, qui t'a fait confiance et qui derrière a une histoire incroyable? Est-ce qu'il y a un petit truc croustillant que tu peux nous dire sur un des membres d'Entrepreneurs qui aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel depuis qu'il est avec toi? Tu veux dire un client? Une anecdote client? Exactement. Il y en a tellement. Non, mais un où tu te dis vraiment, là, pour le coup, il te remercie parce que grâce à toi, il a fait une différence sur un des sujets qu'on a pu parler, parce que comme tu accompagnes sur plusieurs sujets différents dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y en a un qui t'a dit, mais juste, pas grâce à un conseil, parce que c'est pas possible, tu seras un magicien, mais grâce à telle et telle stratégie qu'on a mis en place, bah, j'ai fait x4, ou j'ai pu faire un exit, ou j'ai vendu ma boîte, ou un truc comme ça. Ouais, tout à l'heure, je t'ai parlé par exemple de Loïc, qui est paysagiste, ou de Imos avec Ismaël et Kevan, qui ont une agence immobilière. On pourrait parler de Annelise et Christophe, tu vois, qui sont chauffagistes, plombiers. C'est une industrie qui est quand même assez en difficulté. Eux, là, ils ont fait 100% de croissance, 50% de marge en plus, recruté 3 collaborateurs et ils se sont mis sur les réseaux sociaux. J'en avais rapidement parlé. Un poissonnier à Nantes, Guillaume, qui lui, il faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc en fait, sa vie, c'était très simple. Hein. Ça faisait 4-5 ans qu'il n'avait pas vu la mer. Donc pour un poissonnier, c'est quand même un comble. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faisait 300 km par jour dans sa voiture. Il se levait très très tôt le matin, très très tôt, vers 2h du matin. Il allait à la criée, il faisait son choix. Ensuite, il prenait son poisson. Puis ensuite, il allait dans toutes ses poissonneries, les unes après les autres. Tac, 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 tac. Puis il rentrait chez lui. Puis après, il retournait dans une de ses poissonneries. Puis il essayait de gérer ses opérations, ses trucs, ses machins. Puis il devait choisir sur laquelle il allait et autres. Donc, ça a été assez dingue parce que lui, tu vois, en 1 mois et demi, on a changé 2 choses majeures. La première, c'est qu'on a augmenté un tout petit peu ses prix. Mais un tout petit peu ses prix. Mais tu vois, si tu augmentes de 10 à 50 centimes tes prix sur le kilo de poisson,
et que tu as des charges opérationnelles que tu arrives un tant soit peu à diminuer sur des petits détails, déjà là, tu vas avoir une charge différente et une marge différente. Mais on est allé plus loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit comment est-ce que tu pourrais ne plus faire 300 km par jour et faire des nuits complètes, arrêter de te réveiller. Depuis combien de temps tu vas la crier? Est-ce que tu connais toutes ces personnes? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place mécaniquement à chaque fois? Est-ce que tu pourrais mettre en place un process? Donc, on a mis un process digitalisé, très simple, avec une suite de fichiers Excel qu'on l'a aidé à mettre en place et un petit peu d'IA au milieu. Résultat des courses, il n'est plus allé à la crier. Il a pu acheter son poisson en temps réel beaucoup moins cher. Alors, quand je dis beaucoup moins cher, c'est pas 50% moins cher, mais c'est là aussi 5 à 20% moins cher à certains égards, sur d'autres types de quantités, de l'eau, etc. Il a pu mettre en place un système où ce poisson, soit il se le faisait livrer, soit c'est un collaborateur qui allait le chercher différemment. Et puis derrière, c'est tout ce temps qu'il a regagné pour pouvoir passer du temps un peu avec ses proches et sa famille, pour pouvoir dormir un peu plus et pour pouvoir justement être concentré sur des tâches à haute valeur ajoutée. Encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette notion de racheter du temps par rapport à son taux horaire. Résultat des courses, 1 mois et demi plus tard, en plus du changement de son quotidien, c'était 8% de marge opérationnelle nette en plus sur son bilan qui était projeté pour l'année en cours. Donc 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8%, c'est 160 000 euros gagnés. Plus toutes les heures qu'il a gagnées et qu'il a pu mettre ailleurs sur des sujets. Encore une fois, on n'a rien fait de sorcier. Je m'appelle pas Fée Clochette, j'ai pas une baguette magique. On a juste optimisé des flux et le mec était depuis 6 ans, 7 ans dans ce tunnel. Dans ce quotidien. Et en fait, tu n'as pas le temps de sortir la tête de l'eau, tu vois pas clair, tu te dis que c'est comme ça. En plus, tu as un biais de confirmation parce que tous les autres, ils font la même chose que toi. Oui. Donc tu te dis, c'est normal, c'est mon métier, je suis poissonnier, je vais la crier, je vais distribuer mon poisson. Alors que non, il y a d'autres solutions. Ça, c'est encore une fois, c'est un exemple, mais parmi des dizaines d'autres. En tous les cas, c'est un chouette exemple. Le poissonnier auquel tu as optimisé son temps et ses marges et qui a excellé. J'ai pu voir aussi que tu as perdu beaucoup d'argent avec une personne. T'en parles un peu sur les réseaux. Comment aujourd'hui tu fais pour t'entourer et justement faire attention un peu sur tes investissements? C'est quoi les signaux qui sont forts pour te dire je vais travailler? Parce que quand on est entrepreneur, on a cette obligation un petit peu de faire confiance, parce que surtout quand on est multi-entrepreneur, si on a une seule activité, on connaît un petit peu le cercle avec lequel on travaille. Mais quand on devient un peu plus important, on essaye un peu de diversifier ses activités. Comment tu fais aujourd'hui par rapport à ça? Ouais. Donc, j'ai fait effectivement beaucoup d'erreurs. Parfois, j'en suis 100% responsable. Parfois, un peu moins, mais finalement, tu restes quand même responsable. Tu as pris la décision de... je pense que l'anecdote dont tu parles, c'est quand effectivement j'ai voulu potentiellement m'associer avec quelqu'un qui avait un super parcours, très belle réussite, des compétences et autres. Et le truc, c'est que déjà, quand tu t'associes et que tu veux être sur d'autres sujets ou sortir de l'opérationnel, ce que tu évoques à juste titre, surtout quand tu es multipreneur par exemple, ce qui est presque pas mon cas, même si je suis dans d'autres boîtes, mais je suis vraiment pas opérationnel, c'est différent et je suis concentré sur entrepreneurs.com. Mais le vrai point, c'est de se dire que déjà, le plus important reste et restera toujours l'humain. L'humain, la personnalité. Et je dis pas l'humain au sens de on s'apprécie, on s'aime, on se respecte, parce que c'est toujours le cas. Il n'y a pas de conflit à proprement parler. Mais c'est plus l'humain au sens la capacité d'être complètement complémentaire et de se comprendre même sans se parler. Et ça, c'est un vrai sujet pour une association. Le fait de faire confiance aussi, les yeux fermés, et d'arriver à projeter le fait que tu n'as pas des résultats au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois, et d'être sûr que la trajectoire qui est donnée par la personne avec qui tu travailles soit la bonne. Et moi, j'avais cette tension interne où je voyais trop de décalage entre la vision que je voulais avoir d'entrepreneurs.com et ce qui était en train d'être déployé. Et donc, effectivement, il y a eu des phases de friction et ça m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'estime qu'on a perdu 4 à 5 mois d'avance et d'opérationnel sur l'année dernière. L'année dernière, c'est 20 millions d'euros de
votre chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est beaucoup de pertes potentiellement. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de retours en arrière, beaucoup de mauvais recrutements, beaucoup de mauvaises décisions qui ont été estimées à environ 2 400 000 euros cash d'erreurs également. Tu vois, je ne parle même pas de manque à gagner. Hein. C'est 2 400 000 euros de cash qui viennent impacter directement l'EBITDA de la structure. En tout et pour tout sur l'année 2025. Donc, c'est effectivement douloureux. C'est très douloureux. Et moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'il ne faut pas se fourvoyer. Le parcours d'un individu, les réussites qu'il a pu avoir dans le passé, les diplômes qu'il peut avoir, les noms sur son CV, donc je ne parle pas là que d'un associé, aussi d'un collaborateur, hein, ne définit en rien sa capacité à être complémentaire ou être adapté à votre activité à l'instant T. Et j'insiste sur le à l'instant T, parce que ça veut dire peut-être que, et je l'accepte complètement, si cette tentative aurait eu lieu dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, ça se serait peut-être passé complètement différent. Et je pourrais comment dirais-je, tu vois, me jeter la pierre ou m'abattre sur mon sort et dire ça c'est pas bien passé, c'est horrible, non il a pas raison, blabla. Mais la réalité c'est que finalement celui qui assume en bout de chaîne c'est moi, celui qui a perdu ou pas du temps et de l'argent c'est moi, celui qui a pris la décision finale d'y aller comme d'arrêter c'est moi. Donc celui qui est responsable à 100% de tout et qui doit quand même assumer tous les frais et assumer aussi tous les collaborateurs et toutes les choses, c'est moi. Et celui qui récolte aussi au quotidien les mérites, les fruits de travaux et de graines qui ont été plantées il y a longtemps, c'est moi aussi. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça te remet un peu au centre, ça chamboule un peu, ça perturbe un peu, et puis il faut en tirer les leçons nécessaires. Génial. Ce fut un plaisir de faire ce podcast avec toi, Alec. On finit toujours sur Déclencheur par peut-être quelques petites questions sympas. Ok, là, cool. on est vraiment dans... Elles étaient sympas aussi, ces questions. Alors, elles sont sympas, mais là, on est vraiment sur des questions courtes, réponses courtes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec beaucoup, et ça a été franchement super enrichissant, et j'espère que les personnes qui ont vu ce podcast ont vraiment beaucoup appris sur ta façon de faire, sur voilà, cette sincérité que tu as mis dans tous les discours et tous les échanges qu'on a pu faire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment le côté un peu fun. Okay. On avait bien rigolé avec plein de personnes, plein d'invités, pardon, sur ces questions-là. Donc là, faut pas réfléchir, faut répondre. Tac au tac. Au tac au tac. On y va, t'es prêt? Je suis prêt. Alec, ton film préféré de tous les temps? Batman Dark Knight. Tu vois, t'arrives à être rapide. Ouais. Si tu pouvais dîner avec une célébrité vivante ou non, ce serait Xavier Niel. Pas mal. Le moment déclencheur de ta vie? La perte de mon père. La voiture de tes rêves? Je l'ai aujourd'hui, c'est un Vito que j'ai tout bien personnalisé avec mon petit logo, et ça a changé ma façon de conduire, tu vois, enfin de me faire conduire, parce que j'aime pas conduire. Ouais. En tout cas, alors depuis que je suis à Dubaï, j'arrive pas à conduire à Dubaï, tu vois. Okay. Mais par contre, en Suisse ou en France, j'adore. Dès que je rentre, etc., en Suisse et autres. Mais à Dubaï, c'est un peu le... Tu vois, j'ai l'impression que toute la ville est le rond-point autour de l'Arc de Triomphe. Et en plus, tu loupes une sortie, c'est fini. Donc le petit Vito que là on a, c'est hyper pratique. Il y a une télé, il y a Internet. Okay. Je peux bosser, j'ai une petite table, j'ai un frigo, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Un deuxième bureau. Un deuxième bureau, exact. Un bureau roulant. Du coup, le son que tu écoutes à fond dans la voiture? Hans Zimmer. Il n'y a pas de son particulier, mais j'aime beaucoup écouter du Hans Zimmer en général. Ouais. Ok. Si tu devais résumer ton parcours en un mot? L'audace. Plutôt coup de fil express ou vocal de 3 minutes? Vocal de 3 minutes. Il y en a beaucoup dans la salle comme ça. Non, je plaisante. Ta plus grande qualité? Ma loyauté. Ok. Ton plus gros défaut? Mon perfectionnisme. Quelle rencontre a été un vrai déclencheur pour toi dans ta vie? Amine. Largement. Ouais, de loin. Merci beaucoup, Alec, pour cet échange. Ça a été vraiment sympa, très authentique. J'ai beaucoup aimé ton histoire. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, en tous les cas, n'hésitez pas à commenter et à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'a pu nous dire Alec de cet échange. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour justement avoir directement les notifications des prochaines vidéos de Déclencheur. Il y en a beaucoup qui arrivent en 2026. On vous prépare pas mal de choses
abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et surtout allez voir entrepreneurs.com si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans votre vie d'entrepreneur, et surtout de vivre des super événements et avoir des super conseils pour évoluer. On a pu le voir avec les exemples qu'a pu nous donner Alec aujourd'hui. Ça fonctionne, ça marche, et il y en a en plus qui gagnent de l'argent grâce à ça. Donc c'est important, on n'est pas sur du fake, on n'est pas sur des choses comme ça. Alec est authentique, il est avec moi aujourd'hui, il existe, et il vient au rendez-vous, il vient dans les podcasts. Donc vous pouvez lui faire confiance et faire confiance à toute sa société parce que ça fonctionne très très bien. Merci à toi Alec. Merci à toi Yoni, merci.